parlons d'enseigner des langues étrangères, d'ouvrir la palette linguistique des élèves, arrive la question de la traduction. La traduction est un piège. Un piège car il n'y a pas dans deux langues deux mots, même s'ils ont la même racine grecque, latine ou autre, qui ont le même sens. Le bœuf français n'est pas le beef anglais. Deuxièmement, deuxième piège, la syntaxe. Pour ne prendre qu'un exemple, la voix et l'ergativité. Deux types de langue et de grammaire et de syntaxe. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais la voix, active ou passive, et l'ergativité, donnent une culture, une façon de regarder le monde qui est différente selon le choix fait par cette syntaxe. Une langue ergative ne regarde pas le monde de la même façon qu'une langue agentive ou d'une langue passive. Quand on a fait cette première remarque, on peut passer à la deuxième. On doit se débarrasser du concept de langue maternelle. Il n'y a pas de langue maternelle, il n'y a que des langues premières. Dans une famille européenne, aujourd'hui, un nombre très important de familles ont la langue de la mère, la langue du père, la langue du milieu environnant proche et la langue de la société autour d'eux. Ça en fait 4. Il n'y a aucune raison que la langue de la mère soit la langue du père. Cela arrive fréquemment, oui, mais pas nécessairement. Et il y a encore moins aucune raison que la langue de la mère et du père, si elle est la même ou si elles ne sont pas les mêmes, soit la langue nationale. Ce qui veut dire qu'il est très courant ainsi d'avoir des enfants qui sont nés dans une langue ou dans deux langues étrangères par rapport à la langue nationale. Si on prend cette hiérarchie de 4 niveaux linguistiques, comment l'enfant réagit-il à cette situation-là? Comment la famille réagit et gère cette situation-là? Comment la société gère cette situation-là? Et là, on entre dans le domaine scolaire avec la société. Mais d'abord, essayons de définir la palette des langues qu'on trouve en Europe. Dans un premier temps, on trouve les langues sémitiques à racines consonantiques. Hébreu et arabe sont les plus connues et les plus courantes, mais elles ne sont pas les seules. Le kabyle, par exemple, est une langue de ce genre. Ces langues sémitiques à racines consonantiques fonctionnent sur une logique qui est leur et propre. Le deuxième groupe de langues qu'on trouve sont les langues sino-tibétaines ou tibéto-birmanes, qui sont des langues isolantes et qui nous viennent d'Asie. Que ce soit le chinois dans les Chinatowns, que ce soit le vietnamien que nous avons largement en France, que ce soit le cambodgien, le thaï, le tibétain éventuellement, et quelques autres langues de cette vaste famille, comme le coréen et le japonais. La troisième grande famille sont les langues agglutinantes. Les langues agglutinantes sont des langues dites turquiques. Les langues turquiques sont bien sûr le turc, si j'ose dire, mais
également toutes les langues agglutinantes d'Asie centrale, de l'Azerbaïdjan à la Mongolie, plus les langues de l'Oural, plus une moitié au moins des langues sibériennes. On retrouve ces langues agglutinantes turquiques dans le nord de la Russie, le finlandais, le sami, et bien sûr l'estonien, qu'on oublie souvent, et le hongrois, qui est un cas un peu particulier. Mais on trouve aussi dans le Caucase des langues agglutinantes, comme le géorgien. Quand on met toutes ces langues ensemble, sans oublier bien sûr le turc et le basque en Europe, on a là un nombre impressionnant de langues et une proportion impressionnante de gens qui les parlent. Attention, c'est pas parce qu'on est turc qu'on parle turc. Une bonne proportion de la population de la Turquie parle kurde, et le kurde est une langue indo-européenne et pas agglutinante. Le quatrième groupe de langues que l'on a en Europe sont bien sûr les langues indo-aryennes, mais auxquelles on doit rattacher les langues indo-aryennes, j'ai fait une erreur, les langues indo-européennes, auxquelles on doit rattacher bien sûr les langues indo-aryennes qui nous viennent du sous-continent indien. Et là, ces langues indo-aryennes et indo-européennes, indo-aryennes en particulier, sont largement présentes dans nos villes et dans nos campagnes, dans nos pays. La dernière groupe de langues sont les langues africaines à classe, qui sont la forme ultime de l'évolution du langage humain d'Homo sapiens, qui est né, Homo sapiens, il y a 300 000 ans en Afrique noire, et qui a commencé par les mutations qu'il a subies pour devenir Homo sapiens à partir d'un état antérieur, a commencé à inventer le langage, et le langage dans sa phylogénie linguistique arrive en dernière étape d'évolution aux langues à classe africaines, en Afrique noire. Quand vous avez cette palette sur la table et que vous regardez les classes de collège ou de lycée, voire de primaire bien sûr, voire de maternelle, vous avez alors une situation de multilinguisme premier dans nos classes. Que faire ? Et on pourrait poser de nombreuses autres questions. On pourrait regarder aussi la chose de façon à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, des langues ergatives et des langues agentives. Imaginez que dans les langues agentives, le français, l'anglais, l'allemand, l'essentiel du monde que l'on saisit avec cette langue est vu comme étant le résultat de actions d'un agent qui est sujet de ces actions. Imaginez un monde ergatif où cette fois ce n'est plus l'agent qui est sujet et qui soutient le verbe, mais c'est l'objet qui subit l'action qui est le soutien, le support du verbe lui-même, l'agent étant alors marqué comme agent et devenant un cas oblique. Imaginez donc la vision du monde à partir du point de vue de ceux qui subissent les actions et d'un autre côté, la vision du monde à partir de l'agent qui fait les actions. Deux cultures, psychocultures, complètement différentes et opposées. Si on parle d'éducation maintenant, vous avez deux politiques possibles. Le monolinguisme, qui est la solution la plus facile, entre guillemets, facile bien sûr. Le monolinguisme, c'est la langue nationale, officielle, qui est imposée comme la seule langue possible du milieu scolaire. Les autres sont interdites, voire punies.
la punition pour les élèves qui employaient des dialectes picards à Valenciennes, le rouchi en l'occurrence, dans les cours de récréation, y compris dans les cours de récréation, ont existé jusqu'aux années 70. Il n'y a donc pas si longtemps. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas encore des remarques désobligeantes à l'égard des élèves qui auraient l'intention d'employer du rouchi dans la cour de récréation d'un lycée de Valenciennes. Or, le rouchi est employé couramment dans la communauté valenciennoise. L'autre solution, c'est le multilinguisme, avec deux possibilités. Un vrai multilinguisme où toutes les langues sont égales, toutes les langues sont pratiquées de façon quotidienne dans toutes les classes par tous les élèves. D'où l'obligation pour tous les élèves d'apprendre à naviguer dans, disons, pour une classe, 4, 5, 6 langues différentes. Il y a bien sûr la solution un peu plus facile, d'avoir une langue dominante, la langue nationale généralement, ce qui fait que les langues autres sont bien employées, mais dans ce cas systématiquement on va traduire. Et la traduction est un piège. Si c'est ce que j'appelle le monolinguisme aménagé. Quand on a ainsi ce système scolaire, on s'aperçoit alors que dans la plupart des cas, ce système scolaire est vu comme étant homogénéisant, comme étant aliénant et comme étant déculturant. Est-ce que cette déculturation laisse la place à une acculturation? Est-ce que on a le droit de déculturer quelqu'un pour l'acculturer dans une autre culture que la sienne? Est-ce que les Canadiens ont le droit, ou avaient raison, de le faire pour les Indiens du Canada? Est-ce que les Américains avaient le droit de le faire pour les Indiens d'Amérique? Est-ce que les Australiens avaient le droit de le faire pour les aborigènes? Mais c'est ce qu'ils ont fait, avec des morts, beaucoup de morts. Et pas simplement physiologiques, mais des morts psychiques, des morts culturelles, qui se perpétuent plusieurs générations après. Quand on a dit cela, on veut créer un univers multilingue et la seule solution reste la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Un étudiant ou les étudiants, sur un thème choisi collectivement par les élèves, vont être projetés dans un univers de réalité virtuelle qui sera par définition multilingue, 3, 4 ou 5 langues. Et les élèves seront projetés dans cet univers de réalité virtuelle avec, par exemple, bien sûr, un avatar qui pourra être un avatar hologrammique. Ce qui veut dire que la réalité virtuelle pourra être une véritable réalité. Projeter les élèves dans une scène de rue à New York. Débrouillez-vous les enfants. Plusieurs langues sont employées. La découverte culturelle et linguistique est énorme. Le défi linguistique et culturel est énorme. Mais cela, c'est gérable, grâce à l'intelligence artificielle. Si en plus chaque élève a une initiative en intelligence artificielle, à l'intérieur même du thème, du sujet, du voyage de réalité virtuelle, il pourra poser ses questions, suggérer ce qu'il veut, obtenir des réponses et réaliser ses propres désirs. On a là une motivation infiniment plus forte que tout ce que l'on peut imaginer pour enseigner le multiculturalisme et le multilinguisme, pour apprendre des langues étrangères. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas de motivation si ce ne sont pas les désirs des élèves
qui sont pris en compte pour déterminer ce qui va être étudié. On en arrive alors à poser la question de savoir est-ce que l'école a véritablement rempli sa mission? Est-ce que l'école a véritablement étudié de façon plus que simplement allusive, mais réaliste, des choses comme l'esclavage, slavery, sclavery, le féodalisme avec les serfs et les vilains, feudalism, feudalismus, la laïcité et le sécularisme. Sécularisme n'est pas la laïcité, différence, le sait-on. Feudalism, sécularismus, laïcismus et laïcité. Et la question sublime et suprême, est-ce qu'on a véritablement enseigné ce qu'est la vérité, truth, Wahrheit? Est-ce qu'il y a une seule vérité ou est-ce qu'il y a un multiisme de vérité? La vérité mathématique, la vérité physique, la vérité historique, la vérité géographique, la vérité culturelle, la vérité littéraire, la vérité poétique. Est-ce qu'on a enseigné cela? Qu'il n'y a pas qu'une seule vérité? Qu'il y a une multiplicité de vérités. Ce qui nous amène à dire, ce sera la conclusion de ce raisonnement, c'est que les élèves qui, à l'heure actuelle, sont de langue et de culture minorée ou minoritaires, et qui n'ont pas, dans le milieu scolaire, la reconnaissance de cette langue première qui est la leur, de cette culture première qui est la leur, vont vivre un manque et une frustration. Le manque, c'est bien sûr le manque de développement de leur langue première et de leur culture première, au développement auquel ils ont droit. Et deuxièmement, la frustration de voir ce qui pour eux est identitaire rejeté, minoré, quand c'est pas pire que cela. Cela entraîne chez les étudiants le développement d'un syndrome de stress post-traumatique de déculturation. Et ce syndrome de stress post-traumatique de déculturation doit être pris en compte dès le départ pour pouvoir l'éviter. Il faut donc absolument rejeter la déculturation. Cela implique alors, conclusion générale, qu'une personne lettrée n'est pas une personne qui sait lire et écrire dans une langue. C'est une personne qui sait lire et écrire dans au moins 3 langues. Sa langue première, la langue nationale éventuellement extérieure, et si sa langue première est la langue nationale extérieure, 2 langues étrangères, sinon une seule langue étrangère, voire 2, ça c'est du choix. 3 langues minimum. Et être capable de vivre dans un milieu multilingue et de naviguer dans ce milieu multilingue. Ça, c'est le lettrisme de demain et même qui devrait être celui d'aujourd'hui. Ce qui entraîne par exemple que pourquoi donc enseigne-t-on en France la littérature française alors que la population française est majoritaire en France? Oui, certes, mais très loin d'être la seule. On devrait enseigner la littérature comparée. Et les littératures non françaises intervenant dans cette littérature comparée dans une classe devraient être déterminées par la présence dans cette classe d'élèves et d'étudiants qui effectivement sont issus de langues et de cultures non françaises. S'il y a des Turcs dans la classe, on travaillera la culture turque. S'il y a des Kurdes dans la classe, on travaillera la culture
Kurdes. S'il y a des Chinois dans la classe, on travaillera la culture chinoise, etc. On en est très très loin. La culture comparée, la littérature comparée n'est pas à l'ordre du jour en France, et je pense qu'elle ne l'est pas non plus à l'ordre du jour dans de nombreuses autres civilisations européennes. Conclusion en un mot, nous devons inventer le concept de multiisme ou de pluriisme. Et c'est ça la solution pour demain. Bonne journée, au revoir. Bonjour rebonjour à toutes et à tous. Bon, avant de commencer, je voudrais bien sûr remercier les organisateurs de ce très beau colloque. Voilà, alors on s'interrogera dans le cadre de cette communication sur les enjeux que l'art peut représenter pour le renforcement du plurilinguisme. Que le plurilinguisme soit entendu comme existence ou émergence de compétences plurilingues et pluriculturelles chez un individu, ou qu'il soit envisagé au plan collectif, comme réalité ou comme projet. Dans quelle mesure l'art, pratique de réception, de production ou matière à réflexion, peut-il favoriser la capacité à se décentrer, capacité essentielle à un plurilinguisme individuel, mais aussi à l'élaboration de politiques plurilingues, considérant les cultures dans une approche interculturelle égale en dignité. Nous nous pencherons sur le décentrement que l'art est susceptible de permettre, notamment depuis l'expérience esthétique, le dissensus et la créativité, en envisageant le décentrement comme, je cite, et vous avez la citation sur le PowerPoint, comme la capacité, donc le décentrement, comme la capacité à prendre distance d'avec soi, ses repères, ses convictions, sa vision du monde, pour aller à la rencontre d'autrui, selon la définition donc, du chercheur en théorie politique Pierre-Étienne Van Damme. Ces réflexions nous conduiront vers les productions artistiques contemporaines, propices à la déstabilisation des points de vue autocentrés et essentialistes. Cela nous permettra d'introduire une séquence pédagogique conçue pour un enseignement d'espagnol universitaire à partir de la pièce du dramaturge espagnol José Sánchez Sinisterra intitulée « Monsieur Goya, una indagación », un texte multilingue et plurilingue, illustrant ce que l'auteur définit comme une dramaturgie frontalière, fronteriza en espagnol, une dramaturgie qui questionne la pratique scénique et invite à s'interroger sur la façon dont le langage influence notre manière de penser le monde. Je ne vous ai pas présenté voilà, cette affiche du spectacle de la représentation de Monsieur Goya, Una indagación. Vous comprendrez pourquoi Monsieur est en français un peu plus tard, si vous ne le savez pas déjà. Bien, donc dans son article « L'expérience de l'altérité de l'art ou l'art comme expérience de l'altérité », le philosophe et esthéticien François Soulages rappelle combien le plurilinguisme requiert une déconstruction de l'ethnocentrisme et établit un parallèle intéressant entre plurilinguisme et expérience artistique dans cette citation qui est reproduite donc à l'écran et que je lis avec vous. Pour entrer dans une pensée de l'Europe de demain, ce non-savoir préliminaire s'impose. Il en est de même pour entrer dans une œuvre d'art. Dans les deux cas, la croyance dans ses propres opinions est un obstacle irrémédiable. Il faut donc y aller nu et faire un détour, un long détour qui mène forcément quelque part. Mais où ? Pierre-Étienne Van Damme évoque quant à lui la capacité de l'art à susciter le décentrement au plan à la fois affectif, c'est-à-dire ressentir l'altérité, et cognitif, être invité à réfléchir sur l'altérité, dans un mouvement d'ouverture à l'autre, mais aussi d'autoréflexion à l'égard de ses propres habitudes de perception. Par ailleurs, comme le souligne François Soulages, l'expérience du décentrement peut survenir dans la rencontre avec une autre culture, représentée ou exprimée par l'œuvre d'art, mais également dans la confrontation avec cet autre langage qu'est le langage artistique, en général et spécifique à l'œuvre d'art ou propre à l'artiste. Les œuvres sont des mondes, et pour connaître un monde, il faut entrer en lui, l'habiter, bref, en faire l'expérience, écrit le philosophe et théoricien de l'art Jean-Marie Schaeffer, et vous avez la citation à l'écran.
L'art apparaît ainsi comme une médiation dissensuelle, pour reprendre une expression de l'artiste et chercheur Arnaud Théval, qui travaille notamment sur les enjeux sociétaux de l'art au sein des institutions hospitalières et pénitentiaires. Selon Arnaud Théval, l'art, par les divergences d'interprétation ou de représentation qu'il provoque, favoriserait l'ouverture à l'autre et le vivre ensemble. Il dit « Si l'art peut encore éduquer, c'est peut-être à aider à considérer des paroles divergentes et des imaginaires singuliers, à contribuer à l'émergence d'autres formes de pensée et d'esthétique, révélant ou renforçant des possibilités de relations dans la vie de la cité. » Le décentrement suscité par l'expérience artistique est susceptible de se produire en contexte de réception, mais aussi de production. Si l'expression artistique se caractérise par une dimension personnelle, intime, elle implique l'incorporation de réalités autres, formelles ou thématiques, et donc un déplacement. Le geste créatif, sur lequel repose l'expression artistique, relève par ailleurs lui-même d'un pas de côté, si l'on entend la créativité comme, et je lis avec vous cette citation, la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste, une définition célèbre et souvent citée, donc à partir des travaux de Todd Lubar. En matière de décentrement, peut-on considérer que toutes les œuvres artistiques se valent ? La réponse est bien évidemment négative, bien qu'il demeure difficile d'établir les critères de genre ou d'esthétique d'une telle distinction, tant il semble relatif aux sensibilités, aux milieux et aux époques. Sans nier cette relativité, on peut toutefois observer dans la production artistique contemporaine une tendance forte à la déstabilisation du point de vue autocentré et de l'essentialisme. Tout en ayant bien conscience des débats autour de la définition de l'art contemporain et de son hétérogénéité, bien sûr, nous partageons ce constat de la philosophe de l'art Carole Talon-Hugon lorsqu'elle dit, et je lis avec vous sa citation, « L'art contemporain a sérieusement ébranlé 3 certitudes sur lesquelles les esthétiques fondaient jusque-là leur assurance. Savoir ce que c'est qu'une œuvre, ce que c'est qu'un genre, ce que c'est que l'art. » Cette remise en cause des certitudes est propice à la réflexivité, mais aussi à l'émergence d'un sentiment de décalage, d'étrangeté. En ce qui concerne les arts de la scène, Patrice Pavis rappelle la place significative du décentrement dans la performance contemporaine, tant au niveau de la mise en scène que de l'effet produit sur le public. Il explique en effet, la citation est un peu longue, mais elle est intéressante, je la lis avec vous. Alors qu'en dramaturgie et en jeu classique ou naturaliste, l'acteur doit avant tout s'efforcer de se recentrer, de trouver une union harmonieuse du corps et de l'esprit, dans la performance contemporaine, postmoderne ou post-dramatique, l'acteur au contraire ne cherche plus cette union, d'ailleurs impossible. Peu à peu, le spectateur de la performance contemporaine s'éloigne de son ancienne obsession pour l'harmonie, la perspective centrale, la structure cohérente, le centre stable. Il accepte de se laisser entraîner par une esthétique du débordement, des marges, de la liminalité. Sa perspective s'inverse, à l'image de celle de l'anthropologue, adoptant pour un moment la perspective de l'autre. Alors je voudrais illustrer ces réflexions en vous présentant quelques activités pédagogiques pour l'enseignement de l'espagnol conçues à partir de la pièce de théâtre Monsieur Goya, una indagación du dramaturge espagnol José Sánchez Sinisterra. Alors je vous le dis très simplement, il ne s'agit pas de résultat d'une recherche de terrain, mais modestement de la présentation d'un dispositif pédagogique. José Sánchez Sinisterra figure parmi les auteurs les plus connus et reconnus de la scène espagnole contemporaine. Toutefois, ses œuvres sont encore peu investies dans les enseignements d'espagnol. Ses textes s'y prêtent pourtant, non seulement par la place qu'il donne à la culture et à l'histoire des airs hispanophones, comme sa célèbre pièce Ay Carmela, ou sa Trilogia Americana, mais aussi par leur esthétique frontalière, pour reprendre un adjectif cher à l'auteur. Cette esthétique, c'est celle d'un théâtre qui transgresse les conventions et explore les limites de la théâtralité pour tenter d'exprimer la complexité du réel. Sánchez Sinisterra privilégie un théâtre épique marqué par une esthétique du dépouillement, du translucide, selon les concepts développés par le dramaturge qui est aussi théoricien de théâtre.
Il joue avec les repères d'espace et de temps, donne le premier rôle aux personnages marginaux, oubliés de l'histoire, et affectionne le flou, la confusion, l'ambiguïté, l'hybridité et la métathéâtralité, en impliquant le public qu'il souhaite rendre actif. Sans abandonner l'identification avec les personnages, source d'empathie, Sanchi Sinisterra rompt avec les règles du théâtre classique et la recherche de réalisme qu'il condamne comme l'artefact d'une idéologie bourgeoise. Les mots, le langage et l'esthétique ne sont pas anodins, ils reflètent et façonnent le réel. Le contenu est dans la forme, affirme l'auteur, c'est une citation de José Sanchi Sinisterra, le contenu est dans la forme. Recourir au théâtre de José Sanchi Sinisterra en classe de langue peut être un moyen d'inviter les apprenants à réfléchir sur le langage et à questionner leurs habitudes de pensée et d'expression. C'est une matière propice à l'exercice du décentrement dans sa dimension à la fois sensible et cognitive. C'est ainsi que nous avons conçu en 2020, dans le cadre d'un enseignement d'espagnol pour la préparation au niveau B2 dans la spécialité Arts et Lettres dans les mondes hispaniques, donc au sein de l'Université Toulouse Jean Jaurès, une séquence pédagogique portant sur la pièce Monsieur Goya, una indagación, que l'on pourrait traduire par Monsieur Goya, une recherche ou une exploration, une investigation. Ce texte, que Sanchi Sinisterra a écrit en 2018-2019, relate la vie de Francisco de Goya, mais sans que le célèbre peintre n'apparaisse sur scène. L'action se situe à Bordeaux, dans les années 1820, alors que Goya y vit en exil. Les réalités bordelaises et madrilènes s'entrecroisent, parfois même se superposent, tandis que les proches de Goya se souviennent. Ces autres, qui font partie de la petite histoire, évoquent l'importance de l'œuvre de Goya et l'engagement de l'artiste. Le caractère avant-gardiste de ces tableaux et de ces gravures apparaît sur scène à travers une scénographie qui les mime. Théâtre et art plastique se mêlent dans une esthétique intermédiaire qui croise plusieurs médias. Les étudiants, à travers cette séquence pédagogique, sont incités à s'interroger sur le caractère subversif de l'œuvre de Goya, notamment de ses gravures et de ses peintures noires, et sur la dimension expérimentale de la pièce de Sanchi Sinisterra, qui tente de rendre hommage à Francisco de Goya en mettant en avant son intemporalité et son universalité. Pour cela, sont proposées aux étudiants des activités de compréhension, d'expression et de création collective réalisées en espagnol et dont vous verrez sur le PowerPoint la reproduction du support pédagogique ou de la grande partie, disons, du support pédagogique. Alors, des premières activités d'écoute, de lecture et d'analyse de peinture ou de gravure ont été pensées pour permettre aux étudiants de découvrir ou de mieux comprendre la modernité de l'œuvre de Goya et son influence sur les artistes espagnols contemporains. Ces activités préliminaires conduisent les étudiants à entrer dans l'œuvre Monsieur Goya, una indagación avec des connaissances devant leur en faciliter la compréhension. Une activité d'analyse d'extrait vise à identifier les éléments constitutifs de la pièce et son esthétique et à s'interroger avec ces étudiants, je le rappelle, du parcours de spécialité Arts et Lettres dans les mondes hispaniques, sur les ressorts et les effets de croisement de différents médias, depuis les théories de l'intermédialité, une approche conceptuelle particulièrement mobilisée dans l'étude des productions artistiques contemporaines. S'ensuit une activité d'incorporation du texte à travers un exercice de lecture dramatique d'extraits les plus significatifs de la pièce, par une mise en voix et une mise en corps censée mener les étudiants à une connaissance globale de l'œuvre et à une réappropriation ou redéfinition de la salle de classe envisagée alors comme espace scénique. Ce cheminement conduit les étudiants à la tâche finale, qui consiste en une réécriture collective de la fin de la pièce en groupe et à sa mise en scène sous la forme de lecture dramatique. Le texte de Sanchi Sinisterra, s'achevant sur une fin ouverte marquée par la choralité entre très nombreux personnages, les étudiants disposent d'une grande liberté. Alors, si les étudiants sont contraints par une consigne linguistique de longueur et par l'obligation d'évoquer théâtralement des œuvres de Goya, dans le texte ou à travers la scénographie, carte blanche leur est donnée quant à la mise en scène. Dans l'évaluation de cette tâche finale, entre en compte le respect de la consigne linguistique et le niveau de langue pour 50%, la créativité dans l'écriture pour 25% et la qualité et l'originalité de la mise en scène et du jeu pour 25%. Les étudiants sont incités à une expression à la fois théâtrale et plastique,
dans une tâche créative s'ancrant dans une esthétique expérimentale qui les pousse au décalage, au décentrement, aussi bien linguistique que culturel et esthétique, de façon tant intellectualisée qu'expérientielle. Les travaux de ces étudiants, donc, qui ont... Alors, j'ai utilisé cette séquence plusieurs années, hein, donc c'est avec ce recul-là que je m'exprime. Leurs travaux, différents à plusieurs égards, ont jusqu'à présent montré un engagement personnel fort, une richesse significative au plan linguistique et culturel, et une créativité esthétique, ainsi qu'une sincérité, hein, une authenticité dans la réalisation de la tâche. Alors cette séquence est amenée à évoluer, elle évolue d'année en année, elle est amenée encore à évoluer suite aux remarques des étudiants qui l'ont réalisée l'année dernière et qui, pour certains, auraient voulu être confrontés au jeu théâtral plus tôt, dès le début et tout au long de la séquence. Donc il est donc envisagé, à partir de cette année, au second semestre, de traiter des activités de compréhension et d'analyse, non plus uniquement à partir de l'exploitation de supports textuels et audiovisuels, mais en intégrant dans le traitement de ces supports le jeu théâtral. Voilà un défi que nous tenterons de relever. Bien, donc, en conclusion, je dirais que si l'expérience du décentrement est favorable à l'émergence ou à la consolidation de compétences plurilingues et pluriculturelles, et si l'art est propice à cette expérience du décentrement, il est bien sûr indispensable de s'interroger sur les conditions de l'utilisation de l'art en classe de langue, en particulier sur les genres, les esthétiques, les formes artistiques utilisées, auprès de quel public et selon quelle mise en œuvre. Je vous remercie. Merci Émilie. Juste 28 secondes de débordement. Merci d'avoir bien géré le temps et merci également d'avoir bien écouté Coulardo qui demandait de faire du comparatisme en classe. Et là, quand je t'entends parler de théorie de l'intermédialité, je me dis, c'est comme s'il s'était passé le mot. Donc, merci d'avoir chauffé la salle. On va écouter la dernière vidéo. On va continuer en présentiel. On prend les questions. On rattrape le retard. Oui, on va essayer de rattraper un peu le retard. On peut prendre quelques questions. J'en ai une, deux. C'est bon. J'en ai deux. Comment elle s'appelle? Claire-Lise, Incarni. D'accord, Incarni. Oui, Ça marche? Non. Oui. Là, c'est bon? Non plus? Oui, merci Émilie pour ta présentation. Moi, j'ai une question très concrète. Donc, c'est par rapport à l'évaluation de la créativité. Voilà. Quels sont les indicateurs? Voilà. Alors, je me doutais qu'il y aurait une question là-dessus, parce que c'est vrai que pour discuter de ces sujets avec des collègues didacticiennes, ça revient tout le temps. Hein. Donc, il y a une grande part de subjectivité, hein, dans l'évaluation de la créativité. Donc, je n'ai pas de grille. Moi, ce que j'évalue, c'est l'investissement des étudiants, la capacité qu'ils peuvent avoir à produire quelque chose qui soit en lien avec la pièce, qui n'est pas simple. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils s'y plongent, qu'ils aient bien compris les liens entre les personnages, les enjeux, et qu'ils puissent proposer quelque chose de nouveau, mais qui soit en cohérence avec la pièce. Et c'est comme ça que je leur explique, parce que bien sûr, je leur explique oralement, hein, et généralement, ils sont très bons, et ils proposent des choses à la fois... souvent, j'ai eu plusieurs fois des étudiants qui introduisaient des éléments de mise en scène, qui fabriquaient eux-mêmes. Vous voyez cette célèbre gravure de Goya avec les chauves-souris, par exemple. Voilà, avec des étudiants qui fabriquent avec des bouts de papier, qui les collent partout. Voilà, mais ça, c'est bien, quoi. Voilà, donc c'est très subjectif, mais j'assume pleinement cette subjectivité dans l'évaluation de la créativité. Donc je réponds sans répondre, en fait, Incarni. Ouais. Merci Émilie, c'est un dispositif très séduisant, effectivement. Alors, les expériences de simulation globale, de théâtralisation, de mise en scène, c'est fréquent, mais c'est toujours au service de l'apprentissage. Finalement, c'est un outil parmi d'autres outils, certes gratifiant parce que ça mobilise d'autres phénomènes, le corps, la voix, les déplacements, les interactions. Bon, et c'est très, très positif au service de l'apprentissage. Mais dans ce que tu décris, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Oui, on est passé encore ailleurs.
sauf Tout si à je fait. me trompe. Il y a vraiment une dimension raison. de formation, Oui. de vie, d'expérience, de théâtralisation, de mise Oui. en scène. Oui. Et ça, je trouve que c'est extrêmement attirant, évidemment séduisant, comme je viens de dire. Mais est-ce que c'est aussi explicite? Est-ce que c'est une volonté d'aller Oui. jusque-là? Donc on Complètement. dépasse là le cadre de l'apprentissage des langues, on est d'accord? En tout cas, on est dans l'apprentissage de langue et culture, Holistique. de spécialité, pour le dire rapidement. C'est-à-dire qu'à l'université Jean Jaurès, depuis maintenant 4 ou 5 ans, on a mis en place dans les cours de préparation au niveau B1 et B2 des parcours de spécialité. Arts et lettres dans les mondes hispaniques, histoire et territoire dans les mondes hispaniques, sociologie dans les mondes hispaniques, histoire dans les mondes hispaniques et éducation et langage dans les mondes hispaniques. Et on essaie de faire en sorte que on joue en fait sur la polyvalence et sur la pluridisciplinarité des intervenants. Et on essaie de faire en sorte que les intervenants, les enseignants, soient aussi enseignants-chercheurs spécialistes de la discipline. Moi, c'est mon cas. Ma thèse, je l'ai fait porter sur les textes de théâtre. On en a parlé, et notamment sur Santi Sinisterra. Donc, j'en parle en tant que spécialiste. Et dans ces parcours, les étudiants s'inscrivent de leur propre choix. Et pas toujours, donc soit ils ont une sensibilité artistique, mais souvent ce sont des étudiants qui sont en art du spectacle, etc. Et donc ces cours, ils ont aussi comme objectif de leur permettre de développer des compétences linguistiques, interculturelles, mais aussi sur le plan disciplinaire en fait. Voilà. Et c'est également le cas dans le parcours Histoire et Territoire, où il y a des outils historiographiques développés, présentés, et qui viennent du monde hispanophone. Donc c'est assumé et c'est bien expliqué aux étudiants. Oui, merci. Je trouve que c'est une expérience très intéressante et finalement assez rare. Alors bien sûr, il y a tout ce qui se passe en DNL, mais c'est beaucoup plus plat, j'ai envie de dire, c'est moins holistique. Et là, on trouve vraiment énormément de facteurs, enfin, plein de choses se mettent en jeu. C'est vraiment une expérience de vie. Ça, c'est très intéressant. Merci. Une dernière question. Isabelle, oui. Bon, déjà, merci beaucoup déjà de ce cadre théorique extrêmement exigeant et très clair et très pertinent. Et voilà, je pense qu'on a tous eu de la nourriture intellectuelle suffisante pour aborder la question. Et bon, c'est une troisième question, parce que surtout après la réponse que tu viens de donner, comment traiter aussi dans un cadre des spécialistes en littérature, en dramaturgie, en théâtre, enfin vraiment tous les travaux dont tu t'en parles, des notions comme l'engagement des Goya, hein, qui, je pense, est tout à fait en ligne avec les fils rouges de ce que tu nous as présenté. Comment, disons, faire résonner d'autres fils des recherches ou d'autres points de vue, d'autres facettes de l'étude de l'œuvre et de l'enracinement dans l'histoire aussi, quoi. Alors, tu me diras, Isabelle, si je réponds bien à ta question. Dans les premières activités, en fait, les activités que j'ai présentées préliminaires, en fait, qui conduisent à la tâche finale, il y a tout un tas d'activités pour que les étudiants découvrent ou connaissent mieux l'œuvre de Goya, mais aussi, enfin, disons que dans ces activités-là, leur sont proposés des travaux également de chercheurs. Et donc on travaille avec des documents authentiques, hein, voilà, mais pas uniquement des articles de presse, hein, également des articles scientifiques qu'on adapte au niveau, qui mettent en avant la modernité de l'œuvre, mais également la rupture, ou en tout cas la transgression, et la critique de Goya envers l'absolutisme. Et on explique aussi les raisons de son exil. Donc on explique son engagement, effectivement, que Santi Sinisterra met en avant dans sa pièce. Et donc c'est un élément important que les étudiants ont à prendre en compte pour la proposition artistique qu'eux-mêmes vont faire. Hein. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Si, c'est... Ouais. Voilà, je ne le voyais pas dans ton exposé. Si et je ne l'ai pas mis bien en avant, effectivement. C'est très contraint, et merci beaucoup. Ouais, oui, effectivement, merci. Je le mettrai en avant, ouais. Merci beaucoup, merci Émilie. On laisse la place, je pense, à la table ronde numéro 10.